Aujourd'hui, dans l'entretien, nous recevons un jeune professeur, chercheur, le docteur Madiagne Diallo, qui est spécialiste en aide à la décision, l'analyse des risques liés à la prise de décision, la stratégie et la planification. Le docteur Madiagne Diallo est depuis 2003 titulaire d'un doctorat en informatique décisionnelle. Ce doctorat a été suivi de 2 post-doctorats en stratégie et planification des transports et en développement des affaires en télécommunication. Bonsoir Madiagne Diallo. Bonsoir, et merci d'avoir accepté d'être invité à cette émission. Alors, l'aide à la décision, on n'en parle pas souvent, mais ça n'en fait pas pour autant un concept nouveau. Ça existe depuis longtemps, me dites-vous? Ben, pas du tout, c'est un terme en fait qui vient de plus en plus dans la communication, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le monde rencontre des problèmes complexes, des problèmes multicritères qui nécessitent en fait une certaine puissance de calcul. Mais c'est une discipline des mathématiques appliquées et qui est née en 1944. Donc, durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est né dans quelles circonstances? Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une période où l'Alliance perdait beaucoup de ses soldats. En fait, l'Alliance envoyait ses soldats par des bateaux éprouvettes qui alimentaient les navires en haute mer. Et les Allemands, leur stratégie, c'était faire tout pour que ces bateaux éprouvettes n'arrivent pas à alimenter les navires et donc tuer beaucoup de soldats en haute mer. Et donc Churchill, à l'époque, a fait un discours et a dit « We shall make operations research », ce que les Français ont traduit comme la recherche opérationnelle. Et donc, il y a eu une confusion, parce que beaucoup de gens croient que la recherche opérationnelle est confond à la recherche fondamentale. Et le terme « operations research » que Churchill avait dit, c'était on devrait traduire comme ça, nous devrions planifier nos opérations, c'est-à-dire les opérations militaires. Et donc, il parlait de la planification. Et donc, quand vous entendez recherche opérationnelle, comprenez par là la planification des opérations. Que ce soit, en général, c'est des opérations industrielles. Voilà. Planification, donc, c'est-à-dire bien réfléchir avant de prendre des décisions. Exactement. Donc, planifier, c'est exactement ça. Voilà. Planifier, c'est rendre, en fait, c'est créer une séquence logique d'étapes pour arriver à prendre une décision, bien sûr, visant un objectif bien précis. Une bonne décision. On en parlera un peu plus tard. Alors, pour continuer les présentations, vous êtes conseiller auprès du président de la République, Maître Abdoulaye Wade, notamment pour la coopération Sud-Sud, n'est-ce pas? Exact. Alors, cette coopération Sud-Sud se développe, on en parle beaucoup, surtout dans les pays du Sud, évidemment. Mais est-ce qu'elle se développe comme il se devrait? Bon, disons que ça se développe bien, mais d'abord je vais apporter d'abord une précision sur le terme Sud-Sud. Parce que j'entends beaucoup de gens faire l'amalgame et croire, parce que comme on parle beaucoup du Brésil ces temps-ci, les gens croient que la coopération Sud-Sud, c'est les pays du Sud. Les pays du Sud dans le sens géographique, c'est-à-dire l'opposé du Nord. C'est pas ça. Les pays du Sud, c'est les pays qui ont été considérés les pays en voie de développement, et aujourd'hui il y a un nouveau terme qui parle des pays émergents. Et récemment, le président de la République a introduit au niveau en fait, de l'ONU la création des pays qui souhaiteraient être émergents, qui planifient en fait leur émergence. Le Sénégal en fait partie. Et donc, la région Sud-Sud, comme définie par le président de la République, c'est lui qui a lancé en fait cette idée de planifier et de création en fait d'une chambre ou d'un conseil, en fait d'un organe de coopération Sud-Sud. Et il en a travaillé et en parlait beaucoup avec le président Lula du Brésil. Et donc, c'est la région au sud du Mexique, l'Inde, l'Afrique et la Chine. Et donc, ce sont les pays qu'on appelle, c'est la région Sud-Sud. Et donc, c'est quoi la coopération Sud-Sud et pourquoi elle est importante? Empiriquement, disons, l'Afrique par exemple, prenons le cas de notre continent pour mieux comprendre. On a toujours coopéré avec l'Europe. L'Europe nous a toujours proposé ses produits, c'est-à-dire des solutions à ces problèmes. Mais seulement, nous vivons un niveau qui n'est surtout pas le même que le niveau des Européens. En d'autres termes, les produits proposés par les Européens ne sont pas, en général, adaptés à nos réalités. La main-d'œuvre européenne, elle est chère. Et donc, les produits européens nous parviennent très chers. Et donc, aujourd'hui, l'Afrique vit
en fait, essaie de sortir du sous-développement et tend vers l'émergence. Et donc, les produits qu'on a besoin, ce n'est pas les produits de luxe que l'Europe proposait. On a besoin de produits pour satisfaire à certains besoins de base, aux besoins fondamentaux dans tous les domaines que vous pouvez croire qui assurent la survie d'un peuple. Et donc, qui est-ce qui a ces produits, ces bons produits dont on a besoin aujourd'hui? À ce moment-là, faudrait-il être moins regardant sur la qualité? Exactement. Hein? Ce n'est pas une question de qualité. Oui. C'est bien qu'on achète des produits qui n'ont pas la qualité des normes européennes. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, non seulement on les achète à bas prix, oui. on les propose comme solution à nos problèmes, mais on voit que ce n'est pas de la qualité. Et là, on réveille notre génie. On réveille l'apprentissage et l'innovation pour essayer d'améliorer ça, améliorer cette qualité et apporter ces produits à la réalité de nos cultures. Parce que ce qui est important, c'est que tous les pays du Sud ne sont pas culturellement, disons, sont historiquement liés parce que la migration des Noirs est partie en Chine, en Inde, etc. Mais culturellement, aujourd'hui, on est différents. On est différents. Et donc, si eux, ils créent des produits par rapport à leur culture, quand les produits viennent ici, c'est pour résoudre des problèmes bien précis. Et c'est à nous de les adapter, de réinventer ces produits-là de manière locale et les adapter à notre culture. Et c'est pour cela que la qualité ne devrait pas être le premier critère, mais fera partie des critères. Voilà. Est-ce que cette coopération Sud-Sud marche comme on le souhaiterait? Ça marche. Ça marche. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui on est le 15, hein, y a le Grand Théâtre national, le plus grand théâtre d'Afrique, et c'est un honneur pour le Sénégal de dire que voilà, on a un monument qui est en fait ce Grand Théâtre national, qui est le plus grand d'Afrique, qui est fruit de la coopération Sud-Sud. Récemment, les agriculteurs, il y a 1 an ou 2 ans, recevaient les tracteurs indiens qui ont aidé dans le plan Goana en 2008 et donc qui ont permis au Sénégal de faire cet essor en agriculture, ce grand pas en agriculture. Et donc, c'est la coopération Sud-Sud. Le Festival mondial, le Brésil était là, a permis au monde entier de revivre en fait la force de la diversité culturelle africaine. C'est la coopération Sud-Sud. Avant-hier, le 14, la présidente du Brésil, celle qui a remplacé Lula, a fait son premier déplacement international et a choisi la Chine. Et donc, ce qui est comment dirais-je, c'est en fait quelque chose de nouveau. Parce que le Brésil, en fait, c'est un pays qui a toujours été lié à l'Europe. Et donc, si le Brésil aujourd'hui choisit de faire son premier voyage international en Chine, ça veut dire que la donne change dans le monde. Les cartes sont remises sur la table. Et donc, la bonne gouvernance mondiale, la place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale, la place des pays du Sud, de cette région Sud-Sud dans la gouvernance mondiale, c'est ce qui a amené le président de la République à penser à la coopération Sud-Sud. Et le Brésil est un pays qui représente l'Afrique d'une certaine manière parce que c'est le plus grand pays noir, en fait la plus forte concentration de noirs en dehors de l'Afrique. Beaucoup de gens croient que c'est les États-Unis. Les États-Unis, avec ses 300 millions d'habitants, comptent autour de 40 à 45 millions de noirs. Le Brésil, sur 200 millions, a pratiquement 111 millions d'afro-descendants, donc c'est plus de la moitié. Et donc c'est pour cela, si le Brésil arrive, c'est une partie de l'Afrique, c'est un quart de l'Afrique qui est arrivé. Alors, il faut dire, Madiagne, que vous avez été conseiller et coordonnateur pour la participation du Brésil, d'ailleurs, au 3e Festival mondial des arts nègres qui vient de se tenir à Dakar. Et vous êtes depuis 2006 professeur, chercheur et consultant à l'Université catholique de Rio de Janeiro au Brésil, n'est-ce pas, au département de génie industriel. Alors, en quoi le Brésil peut-il être un modèle pour les pays visant justement à cette émergence dont vous parlez? Et quels sont ses atouts? Moi, je suis arrivé en Brésil en 1993, donc aujourd'hui 18 ans. Quand je suis arrivé en 1993, je peux vous dire, je me suis posé la question si c'était le bon lieu et le lieu normal où je devrais être. Parce que je me sentais dans une ville qui était moins développée que Dakar de l'époque. Et j'ai vécu au Brésil 3 monnaies différentes. J'ai vécu une forte pauvreté à hauteur de presque plus de 50% de la population brésilienne. La classe moyenne au Brésil, à l'époque, n'était pas à 15% en 1993, ou peut-être maximum 18%.
on parle de 18 ans. 18 ans après, aujourd'hui, on considère le Brésil la 9e puissance économique du monde. En 2015, on projette le Brésil à la 5e puissance. Premier États-Unis, 2e Chine, 3e Japon. 2015, c'est après-demain. Oui. 4e Inde et 5e Brésil. Et là, je n'ai pas cité un pays européen. Et en 2030, on dit Brésil à la 4e place. Et donc, vous voyez, et là, je vous parle d'un Brésil émergent qui s'impose aujourd'hui dans la géopolitique mondiale 18 ans après. Et donc, c'est un très bon exemple. Deux raisons. D'abord, une raison culturelle. C'est-à-dire, le Brésil, c'est un pays afro-descendant. Et donc, les produits du Brésil, culturellement, sont adaptables à l'Afrique. Parce qu'il y a ce côté historique, il y a le sang, il y a l'histoire. Et donc, tous les produits brésiliens, parce que le Brésil a été pendant longtemps un pays fermé sur lui-même. Et donc, les produits sont locaux. Et le Brésil a résolu les mêmes problèmes que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire les problèmes de maladies tropicales, l'agriculture en zone aride, des problèmes d'inondation, les problèmes de télécommunication, les problèmes militaires, etc., les problèmes maritimes. Donc, le Brésil a vécu les mêmes problèmes qu'on vit aujourd'hui et les a résolus un à un jusqu'à arriver à sa situation en tenant compte de l'histoire et de la culture afrodescendante. Et donc, c'est pour cela que le Brésil devrait nous inspirer et on devrait voir la manière brésilienne de s'organiser. Le Brésil a vécu la dictature, la constitution, la nouvelle constitution date de 88. 88 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Vous voyez? Et le Brésil est considéré parmi les 3 pays les plus démocratiques au monde selon l'ONU. Et donc, c'est le pays où on parle de liberté et de diversité extraordinaire pour un pays qui a vécu la dictature jusqu'en 88. Nous, notre démocratie date d'avant notre indépendance. Et donc, vous voyez, c'est un exemple pour le monde. C'est un pays de paix qui prône la diversité culturelle, qui prône la diversité religieuse et donc le brassage ethnique. Et l'Afrique a besoin de ça. S'inspirer du Brésil pour combattre ces conflits, s'inspirer du Brésil pour croire en ses ressources humaines qualifiées, considérer sa diaspora, trouver une manière de faire en fait la combinaison entre la connaissance des Africains à l'étranger et la connaissance des Africains en local pour pouvoir trouver en fait une solution à ces problèmes. Et parvenir à l'émergence. Alors, Dr Madiane Diallo, vous avez une formation en mathématiques et en sciences, n'est-ce pas? Mais vous avez commencé à l'école à Pékin, hein, à l'âge de 6 ans. Mais alors d'une manière peu commune, exclusivement en langue nationale. Hein? Exclusivement. Alors, c'était un choix, c'était un hasard. Pourquoi cela? Bon, d'abord, je me réjouis de la fierté d'être un banlieusard. Oui. Et je suis content, en fait, de cette connotation quand on parle de banlieue. Et effectivement, je me rappelle en 1978, la première fois que je suis allé à l'école primaire, on est arrivé, il n'y avait plus de place pour les classes de langue française. Ah, c'était pas un choix alors? Et donc, c'était pas un choix parce que c'était, en fait, c'est le destin. Aujourd'hui, je peux dire ça. Parce que maman est arrivée pour m'inscrire, il n'y avait pas de place. Okay. Et donc, ils ont dit à ma maman que l'unique place qui restait, c'était dans les classes expérimentales. Et donc, Senghor avait lancé en 1978 les classes expérimentales en langue Wolof. À l'époque, le Sénégal avait 9 régions. Mais il y avait 10 classes expérimentales parce qu'à Dakar, il y avait 2. À l'école Pikine 9 de Pikine et à l'Immaculée Conception. Et donc, il fallait aussi construire la classe parce que la classe n'existait pas. Et donc, chaque élève qui, par hasard ou par manque de chance à l'époque, ma maman disait, qui était inscrit là-bas, devrait amener une brouette de sable et un sac de ciment. C'est de l'investissement et donc, humain, ça. On a investi pour faire notre classe. Et c'était une belle expérience parce que c'est ce qu'on appelle, le programme s'appelait la télévision scolaire. Et donc, nous, notre formation a été à l'école primaire en langue Wolof, du CI au CM2. On a commencé à apprendre l'alphabet français, si je ne me trompe pas, au CE2. Et donc, on avait quelques heures, 3 heures de français par semaine. Hein? Et donc, on apprenait l'alphabet déjà au CE2. Mais malheureusement, quand on est arrivé au CM2,
en 81, Abdou Diouf est arrivé, le président Diouf est arrivé, il a arrêté l'expérience. Et donc, malheureusement, on était obligé d'aller faire le certificat d'études et l'entrée en 6e en langue française qu'on venait d'apprendre il y a 3 ans. Et donc, on était au niveau terre à terre. Et bon, avec notre force, on a pu passer le certificat d'études parce qu'il fallait trouver à l'époque juste le problème. Et donc, on était fort en mathématiques. Et moi, je me rappelle que j'ai demandé au surveillant de me traduire le problème parce que je ne le comprenais pas. Dès qu'il l'a traduit en langue wolof, j'ai écrit la réponse et je suis parti. Mais entré en 6e, on était obligé de répéter. Oui. Et après, j'ai suivi, en fait, je dis on a parce que c'est tout le groupe. Oui. Hein, on a suivi le cycle normal au collège, ensuite le lycée. Mais alors, au début, vous avez été lésé puisque vous dites que pour le certificat d'études, vous avez été obligé de demander au surveillant de vous traduire le problème en langue wolof. Ouais, mais apparemment, vous me dites, quand on préparait cette émission, ce n'est pas du tout un handicap, au contraire, c'est un atout, c'est un avantage. Bon, d'abord, je dis, je ne sais pas si j'ai le droit de dire qu'on a été lésé, parce que j'imagine que ce n'était pas prémédité. Oui. En 78, quand Senghor lançait, et en 80, quand le président Diouf est arrivé, c'est en 84 qu'on l'a éliminé, et donc, il n'y a pas eu d'évaluation. Il n'y a pas eu d'évaluation avant de prendre cette décision-là. Il a été mal conseillé dans ce sens. Et bon, donc, je ne crois pas que ça a été, en fait, qu'on nous a lésés. Moi, je dis heureusement. Oui, mais aujourd'hui, je dis que ça n'a pas du tout été un handicap. Parce que moi, je n'ai pas senti, l'unique moment que je sentais, en fait, qu'il me manquait le français, c'était dans la discipline dissertation. Quand je faisais dissertation, je disais au professeur, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je n'ai pas les mots, je n'ai pas le vocabulaire. Oui, mais je rendais ma copie et après, j'aimais causer avec le professeur pour lui raconter tout ce que je voulais dire en wolof. Mais je n'avais pas le vocabulaire. Oui, oui. Mais ce que j'écrivais était suffisant. En revanche, pour les matières scientifiques, mathématiques, physique, anglais, etc., biologie, on était très fort. Ah oui, et donc notre moyenne générale, moi, je n'ai jamais été en dehors du groupe des 5 premiers. Au lycée, j'ai toujours été premier. À l'université aussi, tous les examens que j'ai faits, j'ai eu mention très bien. Donc, je n'ai jamais senti, en fait, cet handicap d'avoir eu l'école primaire en langue wolof. Au contraire. En langue wolof, donc pour les matières scientifiques, aucun problème. Ça marche. C'est juste pour la langue française. C'est juste pour la langue française. D'accord. Mais vous dites même que c'est un atout. Vous ne dites pas que ce n'est pas une barrière, mais vous allez plus loin. Vous dites que c'est un atout peut-être parce que si on maîtrise les langues maternelles, on peut être scientifique et même pluridisciplinaire, vous le dites. C'est plus qu'un atout. En réalité, c'est un gain de temps. Ah oui. Un atout, d'abord parce que moi, je défends l'idée qu'on ne peut pas créer de grands scientifiques sans pour autant les faire maîtriser la langue nationale. Pour être un grand scientifique, il faut vraiment maîtriser sa langue maternelle. Si vous regardez, d'abord, économiquement, pour se développer, il faut aussi maîtriser la langue nationale. Pourquoi je dis ça? Parce que un grand scientifique, c'est un inventeur, c'est un sage, c'est quelqu'un qui pense. Comment on peut penser en langue étrangère sur les réalités locales? Si vous regardez, prenons l'exemple du président Senghor, prenez l'exemple du président Abdoulaye Wade, prenez l'exemple du professeur Amadou Makhtar Mbow, du professeur Iba Der Thiam, Sahir Thiam, du marabout Cheikh Tidiane Sy, etc. Prenez l'exemple de Cheikh Anta Diop. Et donc, tous ces gens-là, du professeur Kéba Mbaye, c'est des gens qui maîtrisent les langues nationales, qui les dominent avant de dominer la langue de l'autre. Et donc, en fait, ils pensent en langue nationale, codifient pour pouvoir transmettre le savoir avec la langue de l'autre, qui est la langue, en fait, officielle de transmission du savoir. Aujourd'hui, on voit que quand on suit les émissions en wolof, mais on apprend l'histoire sans gêne. Aujourd'hui, on voit les journalistes sans complexe qui arrivent à faire le journal en wolof. Et moi, je comprends, je me sens plus à l'aise d'ailleurs en écoutant le journal en wolof. Il y a plus d'informations qu'au journal en français où des fois c'est truffé de fautes. Je m'excuse, mais c'est vrai. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour développer un pays, il n'y a pas dans ce monde, j'en cherche, un pays qui s'est développé avec la langue de l'autre. Même pour les pays émergents, prenez l'exemple de la Turquie, l'exemple du Brésil, de l'Afrique du Sud, etc. C'est des pays qui ont appris leur langue,
qui forment dans leur langue, qui qualifient dans leur langue et qui capacitent dans leur langue. Parce qu'il y a l'innovation et on ne peut pas innover sans comprendre les réalités locales. Oui. Alors, est-ce que vous iriez, professeur Madiagne Diallo, jusqu'à dire que, justement, l'enseignement primaire en français, au début, en français, est inadapté? C'est très inadapté, si vous permettez d'insister sur le mot inadapté, c'est très inadapté. Parce que si vous regardez, qu'est-ce qui se passe? On prend un enfant de 6 ans, qui a déjà un vécu. Un enfant de 6 ans aujourd'hui, dans le monde, dans la génération que nous vivons, ce n'est presque plus un enfant. Il sait tout faire, il sait tout dire. Et la maman donne à son enfant 100 francs, l'envoie à la boutique pour acheter une bougie. L'enfant de 6 ans non seulement achète la bougie, ou le nombre de bougies qu'on lui demande, mais c'est vérifier la monnaie et ramener la monnaie à la maman. Et donc, ça veut dire qu'à 6 ans, l'enfant sait déjà s'exprimer, sait comprendre les autres et commence à penser. Une pensée scientifique, logique. Et donc, on l'amène à l'école, à 6 ans, c'est comme si on lui demandait d'arrêter de penser. Parce qu'à 6 ans, il commence à apprendre les chiffres et les lettres pour décoder la langue de l'autre. Donc, pour lui, c'est un nouveau monde. Parce que tout ce qu'il savait, il doit arrêter tout ça et commencer à apprendre A, B, C, 1, 2, 3 et des figures. Et donc, pendant 3 ans, parce que c'est le CI, c'est le CP, et à partir du CE, il commence à réfléchir parce que c'est là-bas qu'il commence à faire les problèmes. Alors que lui, il savait résoudre des problèmes. Parce qu'aller à la boutique avec 100 francs, acheter une bougie et vérifier la monnaie, c'est résoudre un problème mathématique. Et donc, je dis que l'enfant, il perd du temps. Parce qu'on arrête son évolution, en fait, son évolution psychologique, on arrête son monde. Et donc, ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est le temps qu'on perd. Quand vous prenez un enfant de 6 ans, testez ça à la maison, ou les spectateurs qui nous regardent peuvent tester ça à la maison. Prenez un enfant de 6 ans, vous lui donnez 25 francs. Vous lui dites, j'enlève 10 francs, combien il vous reste? En Wolof. L'enfant va dire tout de suite, 15 francs. Maintenant, posez-lui la même question en français. Je vous donne 25, parce qu'au CI, on sait compter jusqu'à 25. Vous lui dites, je vous donne 25, je retire 10, combien il reste? Tout de suite, il va vous arrêter. Il va dire, arrêtez, attends. Et il va commencer à utiliser les doigts, parce que c'est le langage de l'objet qu'on lui apprend. Donc, il va dire 1, 2, il va compter jusqu'à 25. Après, il va plier ses doigts, enlever 10. Vous voyez, donc d'abord, il comprend d'abord, après, il décode, il interprète avant de répondre. Alors qu'en Wolof, il vous répond tout de suite. Et ce temps-là de décodification, et ce temps d'interprétation, la réflexion, mais c'est un temps qu'il perd. Donc c'est pour cela, les jeunes à l'école primaire, des fois, ils sont fatigués. Ils ne sont pas habitués et après, ils n'aiment pas l'école et ils finissent dans la rue. Oui. Et quand il va à la menuiserie métallique ou à la menuiserie du bois, on sent le génie. Il se retrouve parce que là-bas, il montre ce qu'il peut faire et il a envie. C'est pour cela on devrait réinventer un système où, enfin c'est ce que je défends, où les 3 premières années, on les introduit en langue nationale. Voilà, très bien. Voilà. Alors, votre CV que vous m'avez donné pour la préparation de cette émission, comme je le fais à chaque fois, montre une bonne connaissance des systèmes éducatifs dans le monde et votre démonstration, d'ailleurs votre argumentaire en tout cas peut le prouver, mais vous affirmez que notre université aussi, si on avance un peu dans l'éducation et la formation, que même l'université aussi est mal adaptée, inadaptée. L'université en Afrique, premier grief, vous dites, nous n'avons pas une université de développement. Qu'est-ce que vous entendez par ce constat-là? Enfin, d'abord, il faut regarder la référence. La référence, c'est notre pays. Oui. On est un pays qui aspire à l'émergence et qui veut y arriver très vite. Et donc, l'université, c'est le pilier du développement d'un pays. Un pays ne peut pas se développer sans université. Un pays ne peut pas être une puissance sans université. Parce que pour se développer, il faut la technologie. Et donc, il faut de grandes écoles supérieures en matière de technologie. Pour devenir une puissance, il faut faire la recherche. Il n'y a pas de recherche sans université. Parce que la recherche commence par la recherche fondamentale. Et pourquoi je dis que l'université doit être une université de développement? Parce que l'université
doit être en fait un outil pour le gouvernement et doit être un lieu d'apprentissage et de formation pour la société. Et donc beaucoup de gens croient que en fait la relation société, université et gouvernement, c'est une relation linéaire, c'est-à-dire c'est une ligne droite. Je dis non, c'est une relation triangulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la société, elle est là. La société a un lien avec l'université. La société a un autre lien avec ceux qui gouvernent. Et ceux qui gouvernent ont un lien avec l'université. Quand il y a un problème dans la société, l'université doit venir s'approcher de la société, prendre le problème, l'amener dans ses laboratoires, réfléchir sur ce problème et trouver des solutions. Et le gouvernement doit venir s'approcher de l'université pour lui dire « Ah, on a noté dans la société tel problème. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer ?» Et les universitaires proposent des solutions. Et donc, tous les députés de l'Assemblée nationale devraient avoir un pied à l'université, rendre visite à l'université, les sénateurs fréquemment, les maires, les ministres, etc., pour parler des problèmes de société pour que les universitaires y pensent et proposent des solutions. Et maintenant, on regarde ces solutions-là, on dit, le parlementaire, il va dire telle solution, il y a des lois qui l'encadrent. Donc, on peut appliquer. Et là, intervient le gouvernement pour satisfaire la société. Telle solution, non, ça, on ne peut pas, ce n'est pas dans notre constitution. Et telle solution, on peut créer une loi. Et donc, les grandes puissances se basent sur leur université pour créer les lois qui développent leur pays. Mais alors, dans votre théorie, vous préconisez en fait une université plus proche du peuple et le gouvernement plus proche de l'université. Exact. Hein? Mais il n'y a pas de université plus proche du peuple et le gouvernement plus proche de l'université pour faire une relation un peu triangulaire comme ça. Ben, d'abord, je vais commencer par le bas. Oui. En fait, il doit y avoir l'intégration entre la société, entre l'école, l'université et la société. Commençons par la formation de base, parce qu'on commence à partir de 6 ans. Là-bas, c'est l'école. Encore une fois, c'est une relation triangulaire. C'est-à-dire, l'école, les écoliers, les enfants, ils doivent, à l'école, apprendre le vécu, comment vivre dans une société. Ils doivent découvrir la société. Et en vivant dans la société et à l'école, on doit apprendre comment se comporter. C'est le civisme, l'éducation civique. Et donc, l'université, donc j'ai dit école, université, société. Et donc, l'enfant doit rendre visite des fois à l'université pour voir comment l'université traite les problèmes de la société. Parce que c'est ce qui permet à l'enfant d'aspirer à aller à l'université pour pouvoir servir sa société. Et donc, là, c'est l'engouement, c'est l'envie. Je suis à l'école, j'ai vécu telle chose, je me comporte de telle manière dans la société, ma société a tel problème, et demain, je veux aller à l'université moi aussi parce que je veux contribuer dans mon quartier, je veux résoudre mon problème. Et donc, c'est pour ça que je dis école, société, société, université, université, école. Cette relation, elle est triangulaire. Présentement, nos universités offrent cette image idéale, attrayante pour un enfant, avec les turbulences qui... Difficilement. Difficilement. D'ailleurs, difficilement. D'ailleurs, quand un écolier arrive au collège et ensuite devient lycéen, la première chose qu'il dit à papa, c'est « Papa, est-ce que si je passe le bac, eh bien, je peux aller à l'étranger ?» Parce qu'il croit qu'à l'étranger, il va apprendre quelque chose qui lui donnera un poste de travail. Il a peur de l'université. Parce que pour les lycéens, l'université, c'est en fait perte de temps, ou des fois c'est la violence, ou des fois c'est difficile, voilà. Parce que résultat des examens... Voilà, justement, cette malédiction qui est sur nos universités. Le problème à l'université... Et que les gens qui y restent, parfois, c'est faute de ne pas pouvoir aller ailleurs. D'une part, mais ce n'est pas la grande majorité. Ah oui. Ceux qui rentrent à l'université, certainement, veulent sortir. Hein? Mais quand on donne les résultats d'un examen sur je ne sais pas combien d'étudiants et on dit personne n'est passé, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Il y a un problème de transmission du savoir.
je ne dirais pas que le problème se trouve chez les étudiants, parce que les étudiants, ils sont là pour apprendre. Mais moi, en tant que professeur, je me mettrai d'abord en cause. Ah oui. J'ai dit, est-ce que j'ai transmis le savoir? Parce que mon devoir, c'est ça. Je suis là pour transmettre un savoir. Si personne ne passe à l'examen, il y a un problème. C'est plus qu'un problème, donc, c'est une tragédie, ça. Soit le savoir n'a pas été dominé, donc encore une fois, c'est le problème de l'enseignant, parce que je dois trouver des techniques pour que le savoir rentre de manière simple. Et soit les étudiants n'ont pas de niveau, là aussi c'est le problème de l'enseignant, parce que c'est l'enseignant qui les a sélectionnés. Aussi. Et donc, vous voyez, doublement c'est le problème de l'enseignant. Oui, la responsabilité de l'étudiant dans ce cas-là. La responsabilité de l'étudiant, parce que l'enseignant, son rôle, c'est de mesurer le niveau de connaissance de son étudiant. Et il doit l'évaluer selon son niveau de connaissance. Et donc, quand il transmet le cours, il doit transmettre le cours et garantir un certain niveau. Et donc, les étudiants doivent arriver au niveau de son cours. Il faut qu'ils le garantissent. Et s'il donne un examen au niveau de son cours qui a été assimilé par les étudiants, mais normalement, tout le monde devrait passer, ou ceux qui ne passent pas, on dit vraiment c'est les plus faibles. On les encadre d'une autre manière. Mais je ne crois pas que l'université soit un magasin ou un parking. Ceux qui rentrent veulent sortir. Mais comment sortir? C'est ça la grande question. Et donc, dans ce comment sortir-là, les étudiants y ont un rôle, bien sûr, en arrêtant de faire la grève, en arrêtant d'être trop exigeants pour un pays qui ne peut pas leur donner tout. Aujourd'hui, on dit que l'éducation occupe 40% du budget national. Oui. Ils sont tous boursiers. En fait, le gouvernement fait des efforts en construisant en fait, des logements, et pour les universitaires et pour les étudiants. Je ne dirais pas de regarder les autres pays qui n'en ont pas. Non, je dis, en fait, ils doivent réfléchir un peu. Il y a 15 ans, 20 ans, ceux qui sont passés à l'université, qui aujourd'hui nous gouvernent ou qui enseignent, n'avaient pas ça et ils ont réussi. Ça ne veut pas dire de ne pas mettre les étudiants dans des conditions idéales. Mais ils doivent d'abord penser à leur objectif. Savoir que le monde s'en va et n'attend pas ceux qui font la grève, n'attend pas ceux qui sont très exigeants. Le monde s'en va et est accompagné par les gens qui sont pragmatiques, qui planifient bien leur vie et leur projet professionnel. Quand on préparait cette émission, quand vous me parliez, Madiagne, de ces amphithéâtres surpeuplés, est-ce que là, ce n'est pas une condition défavorable à l'accession du savoir comme il faut? Parce que vous parlez de situations de rêve où les enseignants ont devant eux 50 ou 60 étudiants. Mais ça, c'est des cas exceptionnels et inimaginables, en tout cas sous nos cieux. Bon, moi, je n'ai jamais enseigné. Bon, à Versailles, quand j'enseignais à Versailles, j'avais un amphithéâtre de 200 personnes. Au Brésil, c'est impensable, c'est inadmissible. C'est des salles de maximum 75 personnes. Et donc, parce qu'on doit avoir la maîtrise de son public. Oui. On doit avoir la maîtrise de son public. On n'est pas chanteur pour faire en fait, un concert avec 1 million de personnes. On est professeur. On doit transmettre un savoir et on doit vérifier à chaque instant que les étudiants accompagnent ce que je dis. Mais comment on peut le faire avec un public de 1000, 1200 personnes? Ça, c'est un mauvais héritage, malheureusement. On a hérité ça de la colonisation. Et j'espère que les prochains pas, en fait, dans l'enseignement supérieur, ça sera d'éliminer le système d'amphi. Même la France est en train de diviser les amphis en salles, en plus petites salles, parce que des fois, on a des difficultés. Et autre chose aussi qui est très mauvais en fait dans ce système, c'est qu'il y a le système magistral, le cours magistral, où le professeur vient, il s'assoit, il a un micro, il raconte en fait ce qu'il veut, ce qu'il entend être la connaissance qu'il doit transmettre. Oui. Ce même professeur sénégalais, quand il va à l'étranger, c'est pas comme ça. L'université lui dit, écoutez, voici le programme de la discipline, c'est de ça que vous allez parler. Mais là, vous mettez en cause la gestion même de l'université. C'est le concept. Le concept, c'est même le la concept. Gestion, oui. C'est le concept de l'université aujourd'hui qui n'est pas adapté à l'émergence d'un pays. C'est le concept qui n'est pas adapté à notre réalité. On doit avoir une université où les étudiants sont encadrés, où on leur donne une connaissance bien précise qui leur permet de résoudre les problèmes qu'ils confrontent, auxquels ils sont confrontés tous les jours. Voilà. Alors, Madiagne, c'est quand même terrible ce que vous dites là. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'Université catholique de Rio, n'est-ce pas, enseignant et chercheur. Alors,
Alors, vous dites le système élémentaire est inadapté, l'enseignement supérieur de l'université aussi. Mais ce n'est pas étonnant alors qu'on ait en ce moment-là des crises dans l'enseignement de manière presque permanemment. Toujours. Non, mais là c'est différent. C'est différent parce que les crises qu'on a, c'est en fait une lutte entre les syndicats et le gouvernement, oui, etc. Ce ne sont pas les écoliers qui se sont arrêtés, ce sont les enseignants. Là, c'est un autre souci, c'est un autre problème. Moi, je parle en fait du concept de la formation de nos gens. Oui. C'est là où vraiment on a un problème. Parce qu'on forme, on ne qualifie pas professionnellement beaucoup. Ça, c'est la première chose. Un pays qui s'émerge a besoin de gens qualifiés. Aujourd'hui, notre main-d'œuvre n'est pas du tout qualifiée. En fait, on n'a pas des centres de formation technique qui qualifient tous ces jeunes. Les menuisiers, le génie est dans notre peuple. Les gens, ils veulent apprendre. Les gens, ils veulent montrer qu'ils savent. Comme on dit, Roydach, les Sénégalais, ils savent le faire. Ils peuvent regarder, imiter et faire, et des fois faire mieux. Mais il manque la finition, la précision, la mesure. Et ça, on l'apprend. Quand vous voyez nos menuisiers, ils vont vous faire de jolis fauteuils en design. Le dessin est beau, mais la finition, l'angle droit n'est pas bien tracé. Et donc, il manque ça, c'est cette précision. Et ça s'appelle la qualification. Et donc, on doit investir dans la qualification professionnelle, la capacitation. Le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas eu besoin d'avoir des gens bardés de diplômes, Bac plus 4, 5, 6, 7, comme on en a aujourd'hui, pour se développer et pour devenir une puissance. Ils ont poussé tout le monde à faire Bac plus 2. Formation professionnelle, qualification. Servir, ça s'appelle servir à quelque chose pour le développement de son pays. Vous êtes en train de porter de l'eau au moulin des gens qui disent, et souvent les jeunes le disent, que les études ne servent à rien. Vous n'encouragez pas. Les études servent à quelque chose. Parce que j'ai dit, il y a quelques minutes, j'ai dit, pour être puissant, oui, pour qu'un pays soit une puissance, ce pays-là a besoin de l'université. Parce qu'il faut la recherche. Et donc, il y a deux choses. Nous, on ne cherche pas à être, le Sénégal ne cherche pas à être une puissance. Parce que là, c'est après. Aujourd'hui, on tend à l'émergence. Donc, on n'a pas besoin d'une recherche hyper élevée. On a besoin de l'innovation technologique. On a besoin de peintres qui savent peindre. On a besoin de menuisiers qui savent créer des produits locaux pour qu'on arrête d'importer de l'extérieur. On a besoin des gens qui maîtrisent en fait les petites choses là qui nous compliquent, qui nous posent des problèmes dans notre quotidien. Pour ça, on n'a pas besoin d'aller à l'université. On a besoin d'une formation qualifiée, professionnelle, courte et précise, pour que toute la jeunesse puisse mettre sa main dans le développement du pays. Et maintenant, quand nous aurons résolu ces problèmes de base, et là, on aura besoin de grandes têtes. C'est les gens qui doivent réfléchir pour proposer des solutions pointues qu'on doit exporter et pour notre défense. Et là, c'est l'enseignement supérieur. Donc, tout le monde n'a pas besoin d'aller à l'université. Il faut que les meilleurs en recherche fondamentale, en mathématiques, en sciences, aillent à l'université. Et que les gens qui sont moyens fassent la formation professionnelle et servent au plus vite possible. Alors, dites-moi, Madiagne Diallo, docteur Madiagne Diallo, qu'est-ce que vous pensez de la présence vraiment si pesante de la politique à l'université? Quelles sont les conséquences de cette présence-là? Comment jugez-vous la présence de la politique à l'université? Vous savez, on vit dans un pays qui a une tradition en politique. Et malheureusement, la conscience politique, elle est confondue de la pratique politique dans notre pays. Parce qu'avoir la conscience politique, c'est avoir le sens de la citoyenneté et pouvoir participer au développement politique. Parce que dans le développement politique, il y a le développement civique, il y a le développement culturel et il y a la gouvernance du pays. Et donc ça, c'est la conscience politique. Et les gens confondent la conscience politique à la pratique politique. Et donc la pratique politique, c'est quelqu'un qui veut gouverner un jour. C'est un politicien, c'est un métier. Et donc, à l'université, ceux qui veulent faire la pratique politique devraient aller à la faculté des sciences politiques. Les autres facultés sont là-bas pour apprendre autre chose. Mais aujourd'hui, ce qui est dramatique qu'on note, c'est que les jeunes se sont mis dans leur tête que quand on est d'un parti politique
ou quand on gagne la visibilité dans un parti politique, on va plus haut très vite. Et donc, ce qui fait qu'à l'université, tout le monde cherche à être le leader politique. Et donc, ça crée des clans au niveau des étudiants et crée la perturbation qu'on connaît. C'est pour cela que j'en appelle aux politiciens, c'est eux qui devraient conscientiser. Parce que tout parti politique a besoin de bonnes têtes, a besoin de cadres, a besoin de gens bien formés. Parce que c'est les bonnes têtes, les gens bien formés qui forment, qui constituent l'administration d'un pays. Et c'est le socle du développement. Sans administration, un pays n'est rien. Et on a besoin de corps d'État, on a besoin d'administrateurs très bien formés, qui sont neutres ou qui devraient être neutres. Et pour ça, ce sont les politiciens qui aspirent à diriger notre pays, qui devraient aller à l'université, encore une fois, conscientiser les étudiants et leur dire, ceux qui veulent faire la politique, étudier et le soir, aller dans les partis politiques, apprenez la science politique. Mais calmez-vous et étudiez, parce que vous avez besoin d'être très bien formés, parce que notre pays a besoin de vous. Donc ces conséquences de la politique à l'université ne sont pas forcément bonnes? Pas du tout. Pas du tout. Ça ne peut même pas être forcément, disons du tout. Alors vous avez parlé aussi des relations entre professeurs et étudiants et les moyens de mesurer ces connaissances, tout cela, apparemment cela ne vous satisfait pas. Alors, et compte tenu de tout cela quand même, est-ce que vous pensez, Madiagne Diallo, que les jeunes croient encore vraiment aux études? Avec souvent, ils parlent d'horizon barré, ils parlent d'impasse, voilà. Vous savez pourquoi les jeunes disent ça? C'est parce que, encore une fois, le terme émergence va revenir fréquemment. Parce que le Sénégal aujourd'hui vit une période, disons, extraordinaire. Parce que le Sénégal est aujourd'hui un pays, et nul n'en doute d'ailleurs, qui économiquement a fait de grands pas. Seulement, on a fait de grands pas au moment où le monde, malheureusement, vit un mauvais temps économique. Et donc, les grandes entreprises qui devraient employer dans le monde entier depuis 2008 n'emploient plus. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la globalisation a cassé tous les monopoles et donc a fait que toutes les entreprises se sont en fait mondialisées et ont des représentants un peu partout. Et donc, si la mère a un problème, ça se répercute sur toutes les filiales. Et aujourd'hui, l'Afrique étant une terre qui attire les investissements par ses ressources naturelles. Et donc, toutes les entreprises sont là. Et quand il y a un problème en Europe, on le sent jusqu'ici. Ce qui a fait que beaucoup d'entreprises ne recrutent pas. Et le Sénégal, aujourd'hui, vit un très bon moment économique et malheureusement, les entreprises ne répondent pas forcément à la demande. Et il y a eu, aujourd'hui, 4 créations d'universités. Il y a eu création de plusieurs lycées. Et donc, le nombre d'étudiants n'est plus 20 000 de l'époque. Là, on est à presque 60 000 étudiants, sans compter les étrangers et qui veulent travailler au Sénégal aussi. Et donc, quand on a 60 000 étudiants, ça veut dire que chaque année, on met au minimum 20 000 personnes. Et donc, ou même 60 000, parce que l'étudiant, il a besoin d'un petit boulot, comme ça se fait en Europe. Et donc, c'est pour cela qu'on doit orienter encore une fois notre politique vers la création de très petites entreprises, micro-entreprises. Mais ce n'est pas n'importe quelle entreprise. Parce qu'on est un pays qui n'a pas de ressources naturelles. Et donc, il faut créer des entreprises de services. Des entreprises de services. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des entreprises qui essaient de proposer aux gens certains services. Le parking, par exemple, serait une entreprise de service. Le nettoyage, l'encadrement des personnes du 3e âge, l'encadrement des tout-petits, tout ça, c'est du service. Dans les technologies de l'information, etc. Et là, on va employer les jeunes. Et si on les emploie, mais ils auront plus d'espoir. Alors, vous êtes chercheur. Que pensez-vous, parce qu'on l'avait évoqué aussi dans la préparation de cette émission, des universitaires qui s'y consacrent? Sont-ils inventifs, créatifs, vos collègues dans les universités? Ça dépend. Nos universités, ou la plus grande université, c'est la recherche fondamentale. Pour elle est orientée vers la recherche fondamentale. Aujourd'hui, la recherche appliquée
en fait, est en train de briguer sa place. D'accord? Parce qu'on a hérité le système français où la recherche appliquée est faite, en fait, elle est faite dans les grandes écoles. Seulement, dans le système français, les grandes écoles n'ont pas le droit d'avoir des écoles doctorales et donc doivent s'associer à l'université. Et nous, on a hérité ça. Aujourd'hui, si vous regardez nos grandes écoles, ça devrait former des ingénieurs. Et donc, ceux qui font le doctorat doivent aller à l'université. Mais il y a une incompatibilité. Par exemple, à la grande école, on est professionnel, c'est la formation professionnelle. Et donc, après, on sort, on doit faire un master, aujourd'hui qui est l'ex-DEA, et ensuite, on doit faire un doctorat. Seulement, on sort d'un milieu où tous les professeurs sont presque en entreprise, c'est des professionnels, et on rentre. Le doctorat, ok, c'est la recherche fondamentale, parfaitement d'accord. Mais on peut faire un doctorat en recherche appliquée. Et d'ailleurs, moi j'ai l'habitude de dire que la meilleure théorie, c'est celle qu'on pratique. Vous voyez, parce que quand on crée une théorie, et dans cette théorie, on extrait de la pratique, forcément on gagne. On gagne deux choses. On gagne en la pratiquant, et dans la pratique va naître une nouvelle théorie parce qu'il y a une découverte. Et donc c'est pour cela on doit réadapter ce système-là et faire de sorte que les gens puissent faire le doctorat, le master. Les thèses doivent être des problèmes, des besoins de la société. Il est possible de créer de la théorie à partir des problèmes de la société. Alors, je vous pose la question sur les chercheurs, parce que vous dites que la recherche piétine. Hein? Elle piétine parce qu'elle est mal organisée. Et, alors, même dans le domaine que vous connaissez bien, des nouvelles technologies de la communication, elle est parce mal que là, organisée. même dans ce domaine-là, vous semblez bouder par exemple, les performances d'une société comme la Sonatel, n'est-ce pas, pour citer cette société de téléphonie mobile, parce que vous dites la croissance est due à des technologies importées. Bien sûr. Vous savez pourquoi je dis il y a de très bons chercheurs au Sénégal, oui. Mais malheureusement, ils n'ont pas assez de moyens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'au Sénégal, nos universités, la connaissance fondamentale, elle est acquise, elle est dominée. Les gars sont très bien formés en théorie, mais en pratique, non, parce qu'on a hérité le système français. En Amérique, au Brésil, par exemple, il n'y a pas de théorie. On commence par la pratique. Quand on prend un ingénieur en électricité, on ne lui apprend pas les lois de Newton, etc. On lui donne deux fils, on lui donne une lampe, on lui dit on veut allumer cette lampe-là. Et donc voilà, voici une batterie, mettez les fils, touchez la lampe, ça s'allume. Et après, c'est à lui d'écrire comment il a fait. Et donc, c'est ça sa théorie. Et s'il veut apprendre cette connaissance, qu'il va lire un livre. Nous, c'est l'inverse. On nous fait lire le livre. On n'a jamais vu de lampe. On nous fait lire le livre pendant longtemps. Et ensuite, après, on nous donne une lampe. On est obligé de réciter le livre pour se rappeler à quel moment je prends le fil, à quel moment où est la batterie et à quel moment je colle le fil à la lampe. Et c'est ça la grande différence. Pour se développer, on n'a pas besoin de dominer, d'apprendre par cœur tous les livres. On a juste besoin de savoir quel est notre problème et comment on peut trouver une solution simple à ce problème. Et aujourd'hui, je vous dis que ce n'est pas la recherche qui a développé, c'est pas la recherche qui a développé les télécommunications au Sénégal. Non, c'est un effet mondial. C'est l'essor des télécommunications et des technologies de l'information et un certain besoin. Un certain besoin. Je peux vous expliquer ça de manière économique. Aujourd'hui, pourquoi le nombre de portables s'est multiplié d'une manière incroyable en Afrique? Mais c'est dû aux besoins. Vous savez pourquoi? Parce que combien de gens se réveillent ou se réveiller par jour devraient quitter la banlieue, venir à Dakar, pas pour travailler, mais peut-être pour demander à M. Kane 5 000 francs. Ben, combien il payait pour le faire? Il faut qu'il prenne un car, il va payer peut-être 200 francs, aller-retour, ça lui fait 400. Sans garantir qu'il va vous trouver et sans garantir qu'il va avoir les 100 000. Aujourd'hui, avec le téléphone, il dépense 100 francs, il vous joint. Est-ce que je peux passer pour avoir 5 000? Vous lui dites oui, il passe. Il a 4 900 parce qu'il a dépensé que 100 francs. Alors qu'à l'époque, il devrait dépenser au minimum 400 francs plus le temps d'attente. Vous lui dites non, il dit ok, il raccroche, il a perdu que 100 francs. Alors qu'à l'époque, il se déplaçait, il perdrait 400 francs. Avec le temps aussi. Ben voilà. Et donc, c'est une question de pragmatisme. Oui. C'est qu'aujourd'hui, on vit le besoin. Et qui vit le besoin devient pragmatique. Il commence à réfléchir. Il commence à dire non, il faut que je minimise, j'optimise mes ressources.
Et donc, c'est cette optimisation de ressources qui a gagné l'esprit des sous-développés, ce qui fait que tous les produits sont très vite consommés. Mais prenons l'exemple de la Sonatel, qui est notre leader en télécommunications. Ce n'est pas la recherche. Je suis désolé. On a une école régionale de télécommunications que la Sonatel aide, parfaitement d'accord. Mais ce n'est pas un centre d'excellence en recherche dans le domaine. Donc là, c'est pas. Et donc, c'est des produits importés où la recherche se fait chez Orange. Donc, c'est vraiment pas le modèle de performance qu'on nous donne, quoi. Non, du tout. C'est ce que vous dites. Du tout, parce que c'est des produits de l'étranger. Il n'y a aucun produit qui est écrit Made in Sénégal où la patente est ici. Et donc, quand vous regardez au bureau des patentes, les inventeurs, le plus grand nombre de dépositaires de patentes, ce n'est pas les universitaires. Ce n'est pas les universitaires. Donc, ce qui m'amène à dire que nous, universitaires, dans les pays sous-développés, on devrait se conscientiser. C'est-à-dire savoir que pour créer une université de développement, on a besoin des universitaires, oui. Il faut les universitaires. Sans universitaires, il n'y a pas d'université. Et donc, la recherche fondamentale, la recherche appliquée, c'est nous. Mais la connaissance de la pratique quotidienne, ce n'est pas les universitaires. C'est les cadres expérimentés et très bien formés dans les entreprises. C'est eux qu'on devrait inviter. On peut les appeler les heuristes parce que ce n'est pas des universitaires. Mais on devrait leur céder un peu de place. 1 heure à 2 heures, des disciplines d'1 heure, des disciplines de 2 heures. Appelez M. Khan pour qu'il vienne avec son expérience en communication. Il peut dire la réalité de ce que c'est que monter un journal télévisé. Il peut dire la réalité de ce que c'est que monter une émission. Vous prenez un cadre au ministère des Finances, il va à l'université, mais le quotidien des finances et du trésor, il l'enseigne mieux que tout le monde. Vous prenez un comptable de 15 ans dans une entreprise, je vous dis, il sait mieux enseigner la comptabilité que le professeur de comptabilité. Et des fois, dans nos universités, on voit un professeur qui enseigne la gestion de l'entreprise, il n'a même pas d'entreprise. Il lit un livre de gestion d'entreprise, il répète aux étudiants. Et donc, on devrait se ressaisir et savoir que ce qu'on a hérité n'est pas adapté à notre réalité. Nous devons, je ne dis pas fondre, non, du tout, mais nous devons repenser notre système et amener ça à notre réalité pour attirer l'engouement du peuple. Alors, professeur Madiagne, pourquoi l'Afrique a des difficultés vraiment à concrétiser, à réaliser les théories de ses chercheurs? Parce que là, vous le déplorez. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, l'Afrique présente plus de solutions que de problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Afrique importe tout ce que les autres font, sans pour autant être sûr que cette chose-là, cette solution importée résout le problème. Et donc, on devrait faire l'opposé. C'est-à-dire, d'abord, on devrait cibler des problèmes. Aujourd'hui, au Sénégal, on l'a fait. On a dit, quel est le premier problème? Le président, il a dit, le premier problème, c'est la logistique. C'est les infrastructures. Alors, posons le problème des infrastructures. Elles sont là. Le deuxième problème, c'est quoi le problème? C'est le tourisme. Pourquoi il y a un problème? Mais il n'y a pas d'hôtel dans le pays. Donc, allez-y. Il y a beaucoup aujourd'hui de 5, 4 étoiles au Sénégal. C'est quoi l'autre problème? C'est le problème culturel. Alors, mettons des infrastructures culturelles. C'est quoi le problème? C'est la santé. Voilà, mettons des postes de santé un peu partout. C'est comme ça. C'est quoi le problème? Quelle est la solution? Mais pas envoyez-nous beaucoup de solutions et après on cherche un problème. Ça ne marche pas. Et on a toujours vécu comme ça. Alors vous m'avez dit que les grandes puissances ne prennent jamais de décisions sans consulter les universitaires. Est-ce un reproche qui pourrait être fait à nos États? Ah, bien sûr. En Afrique, il y a très peu de pays. Très peu. Il n'en existe même pas d'ailleurs. Il y a un peu l'Afrique du Sud parce que si vous regardez l'optimisation, qu'est-ce que c'est que l'optimisation? C'est maximiser ou minimiser. On minimise des coûts, des dépenses. On maximise le profit et le revenu. Et donc ces deux termes-là, on les entend presque pas dans les dépenses. Minimiser, maximiser, c'est rare. C'est rare. Ceux qui nous gouvernent utilisent très peu ces termes. Ou s'ils les utilisent, ils ne les pratiquent pas. Et donc, c'est très important parce que qu'est-ce que c'est que maximiser, minimiser? C'est optimiser, c'est trouver la meilleure solution possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très bien planifier.
Qu'est-ce que ça veut dire planifier? Planifier, ça veut dire on sait où est-ce qu'on est, on sait où est-ce qu'on va et par où passer. Et donc, si l'Afrique savait ça, l'Afrique ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Alors, voilà, donc ce qui nous amène à dire vraiment, je rappelle que vous êtes spécialiste en aide à la décision. Alors, donc, pour un bon développement, il faut pouvoir savoir et pouvoir prendre les décisions adéquates, les bonnes décisions. Alors, question en apparence anodine, hein, même bête si on veut, comment prendre une bonne décision? Apparemment, tout le monde sait le faire. Je ne sais pas prendre une bonne décision. Ben, mais c'est pas aussi simple moi, que ça. je dirais que prendre une décision, tout le monde sait faire. Vous m'avez convaincu que c'est pas simple. Ben, prendre une bonne décision, c'est difficile. Oui. Parce que l'être humain, en tant qu'humain, qu'est-ce qui l'amène à prendre une décision? Parce qu'en science, on dit que avant de prendre une décision, on doit avoir un objectif. Mais l'être humain, des fois, prend des décisions sans objectif. Donc, empiriquement, l'être humain, il a deux raisons de prendre une décision. Nous avons 5 minutes, oui. Soit par le pouvoir, j'ai envie de prendre cette décision, donc c'est la force. Soit par la nécessité. Alors qu'une décision, elle doit être planifiée. On dit qu'il y a 4 étapes pour prendre une bonne décision. La collecte de l'information, l'analyse de l'information pour déceler les piliers sur lesquels on doit se baser pour prendre une décision, et ensuite la performance de la décision. Pourquoi la performance? C'est la mesure de l'impact de la décision. Parce que dans toute décision, il y a un risque, ce qu'on appelle le risque décisionnel. Qu'est-ce que c'est que le risque? C'est la probabilité de commettre une erreur. Et donc, minimiser ce risque, c'est prendre une bonne décision. C'est garantir la pertinence de sa décision. Et donc, vous voyez que c'est compliqué. Oui. Alors, il nous reste très peu de minutes, parce qu'on a beaucoup parlé d'université, de la recherche et tout. Alors, je voudrais qu'on illustre tout simplement, hein, parce que vous êtes spécialiste à la décision, vous êtes conseiller du président de la République pour la coopération Sud-Sud. Alors, le plus important dans la décision. Alors, des exemples tirés de notre vécu et de notre actualité. La Côte d'Ivoire, par exemple, Gbagbo, en prenant sa décision de rester au pouvoir. Ben, là, vous savez, comme je vous ai dit... Évidemment, mauvaise décision. Hein. Ben, oui. Bon, aujourd'hui, on connaît le résultat, c'est une mauvaise décision. Oui. Mais là-bas, le cœur de la décision, c'est l'information. L'information, c'est le pouvoir. Oui. Si quelqu'un perd le pouvoir, c'est parce que quelque part, il y a eu une faille dans l'information. Oui. Et donc, c'est la première phase, la collecte de l'information et l'analyse. Oui. Et donc, on l'a mal informé que dehors, tout le monde était contre. L'international était contre. Oui. Il y avait une proposition de contrat. Il devrait chercher en fait les piliers. Quels sont les piliers? C'est que la première information, le premier pilier, c'est que attention, si vous ne signez pas le contrat, si vous perdez cette guerre, la France va vous avoir au tribunal. L'international va vous avoir. Ben, le peuple va vous avoir. Et l'actuel président va vous avoir. Ces 4 piliers-là devraient l'amener automatiquement à dire je me base sur ça pour signer le contrat. Parce que le contrat, je garantis ma liberté, je garantis l'immunité et tout l'argent qu'il a gardé aussi, il aurait pu vivre avec. Très bien. Alors, le second exemple, national. Les assises nationales, le pouvoir a refusé, n'a pas participé. Alors, bonne décision, bien prise, comment, qu'est-ce que Bon, là aussi, je dirais, c'est l'analyse de l'information. Parce que les assises nationales, c'est quoi? C'est en fait l'opposition qui est allée voir le peuple, qui est allée voir les électeurs. Les électeurs, c'est des preneurs de décision. Et donc, si l'opposition va et dit à l'électeur, ah, celui qui est là, il ne fait pas bien, celui qui est là, il devrait avoir la chance de dire, ah non, c'est pas vrai, moi je fais bien. Donc être présent. Mais être présent. Oui. Et si on n'est pas présent, oui. mais l'autre a écouté avec une oreille. Oui. Et entre-temps, il y a eu les élections, il n'a pas eu le temps d'écouter de l'autre oreille. Et malheureusement, ils ont gardé en fait la première information. Oui. Et donc, encore une fois, la décision, c'est l'information. Très bien. Alors, Georges Weah, un footballeur connu, se présente aux élections présidentielles au Libéria. Il passe le premier tour. Il pensait gagner parce qu'il se bat. Bon, mais évidemment, c'est ce qui s'est passé. Il a perdu. Encore une fois, c'est la faille de l'information. Je donne l'exemple de Haïti où le chanteur est passé. Oui. Là-bas, quelle est la différence? Ce n'est pas parce qu'on est célèbre que l'électeur va prendre la décision de voter en cette personne-là. Non. L'information pour l'électeur, c'est qu'il vit un besoin. Quel est le projet qui résout ce problème, qui me résout ce besoin?
Et donc, c'est ça l'information de l'électeur. Et celui qui veut qu'on vote en lui, cette personne-là doit être informée et savoir que l'électeur attend une solution à son besoin. Et donc, dans sa proposition, il doit passer l'information. Georges Weah a montré la célébrité, mais n'a pas présenté de solution au problème. Oui. Michel, aujourd'hui, qui a gagné en Haïti, le chanteur, donc lui, il est allé, c'est le premier qui a organisé le premier concert pour aider le peuple, quand le peuple était dans la difficulté. Il est allé en bas. Donc, il a vu, il a senti cette nécessité et le peuple a vu qu'il était là. Et donc, ils se sont dit, bon, c'est de l'espoir. Il n'était pas président, il était là pour nous aider. Quand il sera, ben, comme on dit en Wolof. On suppose qu'il aidera. Voilà, c'est pour cela ils ont voté, ils lui ont fait confiance. Donc, encore une fois, c'est l'information. Avant de prendre une décision, il faut bien s'informer. Analyser ces informations, prendre une décision et savoir accompagner cette décision. Et quel est le point le plus important dans cette prise de décision? C'est la mesure du risque, c'est bien analyser l'information ou bien toutes sont d'importance équivalente? La mesure du risque, c'est pour les spécialistes. Donc, pour le grand public, c'est difficile. Ce qui est très important, le plus important, c'est la définition des piliers sur lesquels on se repose pour prendre la décision. Et donc, une fois que l'information est collectée, le preneur de décision, avec en tête son objectif, il doit pouvoir déceler dans, ces informations-là, quelles sont les informations les plus importantes et qui sont liées à son objectif. Et ce sont ces piliers-là qui vont rester. Le reste, c'est la poubelle. Je vous donne un exemple simple qu'on a vécu, la guerre de l'Irak. Il y a eu une collecte d'informations, comme quoi Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Bush a pris une décision. Il s'est basé sur quoi? Quels étaient les piliers? Armes de destruction massive, génocide, et donc il faut faire la guerre. Si on se base sur ça, si ces informations étaient vraies, la décision, elle est bonne et la performance est pertinente parce qu'on a éliminé Saddam. Mais quand on est arrivé, on n'a pas vu d'armes de destruction massive. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on sait. Et donc c'était un coût hyper élevé pour cette décision. Parce qu'on n'avait pas besoin de faire la guerre. C'est ça la vérité. Et donc, ça veut dire que l'information qui lui a permis de définir ces piliers-là, l'un des piliers n'était pas bon. C'est-à-dire l'existence d'armes de destruction massive. Et donc, vous voyez, c'est pour cela que c'est très important de bien définir, bien mesurer et bien préciser les piliers sur lesquels on se base pour prendre une décision. Nous n'avons pas le temps de parler du tourisme parce que vous parlez des villes aussi. Vous dites que les villes doivent avoir une vocation, n'est-ce pas? Par exemple, tout simplement comme Gorée, on y va à cause de l'esclavage, n'est-ce pas? Je dis qu'en fait, un pays doit avoir une vocation, une ville doit avoir une identité. C'est cela. Et donc, prenons l'exemple de Dakar. Aujourd'hui, une identité culturelle, une identité pour la ville de Dakar serait en fait les marques de la civilisation noire, avec le monument de la Renaissance, la place du souvenir, l'île de Gorée, etc. Dakar aujourd'hui, nul n'en doute, c'est la ville où on sent plus les marques de la civilisation noire. Et donc on devrait en faire l'identité du pays et promouvoir le tourisme ethnique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 300 et quelques mille afrodescendants qui sont en Amérique du Nord au Sud, on doit les attirer pour qu'ils viennent visiter ces marques de la civilisation noire, qui est l'identité de Dakar. Et la vocation pour notre pays, par sa position géographique, devrait être un pays de service. C'est-à-dire on doit servir de pilier logistique pour les pays, de pilier aérien, de pilier terrestre et de pilier maritime, parce qu'on n'a pas de ressources naturelles. D'accord. Merci Madiagne. Je rappelle que vous êtes chercheur, professeur à l'Université catholique de Rio et que vous êtes conseiller du président de la République, Maître Abdoulaye Wade, en ce qui concerne le dialogue, la coopération sud-sud. J'espère vous avoir encore, n'est-ce pas, prochainement pour parler d'autres sujets, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on devrait parler avec vous dans cette émission L'Entretien. Merci d'être venu. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une